On va d'abord commencer par faire un récapitulatif de cette affaire Palmade qui a décidément de nombreux volets, le dernier étant ce volet absolument glauque concernant la détention d'images de pédopornographie. On fait le point avec ces reportages de Solène Boulan. Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade. Un homme assure détenir une vidéo attestant du visionnage d'images pédopornographiques par le comédien. Depuis ce matin, l'individu est entendu par les policiers à Bordeaux. Vendredi soir, déjà, un autre homme affirmait aux urgences de police secours avoir passé plusieurs soirées à caractère sexuel en présence du comédien. Lors de sa dernière soirée ensemble, datant de mi-janvier, l'humoriste se serait vanté de disposer de 2 enfants de 7 et 9 ans pour de possibles relations sexuelles. L'individu affirme également que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique, mais précise qu'il ne reconnaît pas le comédien dessus. Entendu ce week-end par la brigade de protection des mineurs en charge de l'enquête, l'homme se serait finalement montré beaucoup moins catégorique et ne disposait pas d'éléments attestant ses propos. Une nouvelle perquisition a eu lieu hier après-midi au domicile de Pierre Palmade à Célie-en-Bière, après celle de son appartement parisien dimanche soir. Au centre d'une enquête pour détention d'images pédopornographiques depuis ce week-end, 2 autres enquêtes visent déjà Pierre Palmade, l'une pour homicide et blessures involontaires, l'autre pour détention et consommation de stupéfiants. Le comédien est depuis vendredi assigné à résidence avec bracelet électronique dans une unité médicale d'addictologie à Villejuif dans le Val-de-Marne. Voilà pour ce reportage de Marine Sabourin. Docteur Dan Véléa, on parle d'images à caractère pédopornographique. De quoi parle-t-on exactement ? Les images à caractère pédopornographique, ça pullule sur Internet, sur des tas de sites plus ou moins cachés, avec des directions qui sont prises par les fournisseurs d'accès. Évidemment, c'est quelque chose d'abominable et criminel, l'existence de ces images. Mais il n'est pas rare d'entendre certains dire « oui, mais le fait que les gens consultent les images pédopornographiques, ça leur permet une forme de catharsis, éliminer des pulsions violentes parce qu'ils ont consulté des images, donc ils ne passent pas à l'acte. » Mais la plupart de ça ces met gens-là, en scène des enfants qu'on martyrise, on est d'accord. C'est qu'on martyrise des enfants, parce que il ne s'agit pas, même à la limite un dessin animé, je pense que ça donne envie de vomir. Mais là, c'est vraiment des enfants qui souffrent. Ce sont des filières, ça dépend de différents pays où les choses sont plus ou moins occultées par les autorités. Donc on ne peut pas tolérer ces histoires-là. Là, vraiment, si c'est une pédopornographie, je pense que les gendarmes et les cellules de la police sont là justement pour agir sous ce volet-là. Alors, Yann Baster, justement, il y a une brigade qui s'appelle la brigade de protection des mineurs, dont le travail est justement de débusquer ces images, de remonter les filières et de démanteler ces réseaux. Entre autres, il arrive un petit peu après, il y a d'autres unités qui travaillent sur le dark web, il y a des offices centraux de cybercriminalité qui se montent, cette recherche de filières d'images à caractère pédopornographique. Beaucoup d'unités travaillent dessus. Là, la brigade de protection des mineurs du 36 qui travaille sur ce dossier arrive a posteriori sur une dénonciation. Et, une double dénonciation. Double dénonciation, un deuxième individu vient de se désigner. Et un témoin, un auteur, on ne sait pas trop, il va falloir l'entendre, ce qui est en cours à Bordeaux. Centrale de Bordeaux. Donc voilà, la brigade de protection des mineurs vient a posteriori, là, aujourd'hui. Maître Dylan Slava, c'est un autre volet dans l'affaire Pierre Palmade qui comporte l'homicide involontaire, blessure de l'accident routier, le trafic de stupéfiants, en tout cas la consommation de stupéfiants, et maintenant la pédopornographie. Oui, alors le seul dénominateur commun de ces 3 volets, de ces 3 enquêtes, c'est Pierre Palmade. Mais sinon, il n'y a pas de lien entre ces enquêtes. Et d'ailleurs, s'agissant de cette 3e enquête, je pense qu'à ce stade, quand même, faut prendre des précautions. On n'est que sur du déclaratif, apparemment, pour l'instant. J'ajouterais même que le tempo de ces, je mets des guillemets, dénonciations, en tout cas de ces signalements, peut interroger, parce que c'est des individus qui, apparemment, savaient ces choses-là depuis longtemps, mais décident de prévenir les autorités seulement alors qu'il y a cette autre affaire médiatique. Et d'ailleurs, je dis prévenir les autorités, mais si j'ai bien compris, ils ont aussi prévenu les médias, ce qui peut interroger d'ailleurs sur le caractère... Certains ont essayé de vendre des images. Exactement, donc ça interroge aussi sur la fiabilité de ces déclarations. Et j'ajouterais enfin que Pierre Palmade, ces dernières semaines, ces derniers mois, avait fait l'objet de fausses accusations, ce qui avait été établi. Donc je pense qu'au stade où on en est, il faut prendre des précautions. Et j'ajouterais enfin que Pierre Palmade, puisqu'on est dans une enquête préliminaire, ni lui ni ses avocats n'ont accès au dossier. Donc il ne peut pas vraiment se défendre. Tout ce qu'il apprend, il l'apprend par voie médiatique. Il ne sait pas forcément de qui il s'agit, peut-être qu'il a une idée, il ne connaît pas le contenu des déclarations, donc c'est vrai que c'est très compliqué d'en dire beaucoup plus à ce stade. Docteur Véléa, en revanche, ce que l'on sait, c'est que dans le centre d'addictologie où il se trouve,
il n'a pas accès aux médias. Non, tout à fait. Il est complètement coupé. Il y a une interdiction totale de téléphone. Il y a une interdiction peut-être même de la télé, peut-être radio. Je ne sais pas du tout comment ça se passe dans cet hôpital spécifique. Mais il est coupé complètement des médias. Il est coupé complètement. Peut-être à travers son avocat, il est informé de ce qui se dit. Et je pense que lui aussi, il doit tomber de nuit quand il entend ces accusateurs, comme vous le dites très bien, de manière très opportuniste, après la tempête. De toute façon, ce deuxième homme qui est entendu et qui a dénoncé Pierre Palmade, il est au moins aussi coupable, si les choses sont avérées, que Pierre Palmade, parce qu'il était témoin de quelque chose. Donc, à la limite, moi, je condamnerais plutôt celui qui est témoin et qui dénonce pas, qui n'aide pas, donc c'est des faux amis, et ça, on s'est rendu compte qu'il avait que des faux amis, que c'est lui dont on accuse de ce fait-là. François Pupponi. Non, c'est sûr que ce qui est terrible dans cette affaire, on a dit tout à l'heure, c'est glauquissime, mais là encore plus, parce que des gens qui maintenant se révèlent, j'étais là, j'ai vu, celui qui est auditionné à Bordeaux, d'après ce qu'on en sait par la presse, et ce qui est un peu un problème d'ailleurs, parce que l'enquête se déroule pratiquement dans les médias en direct, dit j'étais là, j'ai vu, enfin il aurait retrouvé un téléphone d'un ami de Pierre Palmade qui aurait filmé la scène. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient là, qui ont vu, qui ont filmé, qui savaient, et qui n'ont rien dit. Je pense qu'effectivement, je pense que le contrôle, ça aussi, ça pose un problème de gens qui ont été témoins, pour pas dire complices, et qui peuvent être également recherchés. Et là, je me tourne vers le policier, M. Bastière, là, ils sont complices. La complicité, attention, c'est quelque chose de très particulier. On ne va pas aller sur la complicité. Mais ils pourraient être auteurs, puisqu'ils ont peut-être consulté ces images en même temps que Pierre Palmade. On n'est peut-être pas sur du complice, il n'y a pas d'aide à la commission des faits. Non, on est peut-être sur potentiellement des auteurs. Là, on est sur des témoins d'opportunisme, voilà, avec... ça arrive souvent dans ce genre d'affaires ou pas ? Non, ça n'arrive pas souvent. La publicité qui est faite sur l'accident, on sait qu'il y a eu des perquisitions qui ont été faites au domicile, très probablement, rien que dans les premières affaires, dans l'affaire de l'accident, peut-être pas. Bien que si, puisqu'on cherchait les fuyards. Sur l'affaire de stupéfiants, bien sûr, qu'il y a les gendarmes qui sont en charge de cette affaire-là ont dû exploiter les téléphones. Et là, très, très certainement, ceux qui se sont dit « Oula, je traîne certainement dans ce téléphone, je vais peut-être... le premier requérant, puis celui-ci qui vient d'apparaître, je vais dire que je sais des choses, peut-être pour pas avoir à m'expliquer dans une mesure de garde à vue. Ou, voilà. C'est du témoignage d'opportunisme lié à la personnalité de Pierre Palmade et on engage jusqu'à les vendre les images. Tenter de les vendre. Là, ou tenter de les vendre, là, c'est un peu la question qu'on posait sur les deux personnes qui étaient dans la voiture, parce que effectivement, ils peuvent être tentés de dire, pour s'en sortir, moi, je vais vous raconter des choses. Et si je vous raconte, n'en faites pas trop contre moi. On fait un peu des méthodes aussi, quand il y a des gardes à vue ou des interrogatoires, de faire parler des gens en contrepartie d'eux. Et là, on sent qu'il y a des gens qui ont envie de parler. Ça existe aussi. Maître Sabat. Oui, alors au bout d'un moment, il y aura quand même un dossier, il y aura une affaire qui sera publique. Si vous voulez, s'ils sont impliqués, ça va être compliqué. Aujourd'hui, les magistrats ont placé, s'agissant de ces deux fuyards, je mets des guillemets, mais ils ont été placés sous statut de témoin assisté. Le magistrat a estimé qu'il n'y avait pas d'indice grave de concordant. Et j'ajouterais, s'agissant des éventuels faux témoignages, puisqu'il faut être précautionné, que dans le premier volet de l'accident, rappelez-vous, il y a une personne qui était venue dire « je suis témoin, j'y étais ». Il y a eu une garde à vue totalement farfelue et on s'est aperçu à la fin de la journée qu'en fait, ça a fait pchit et c'était quelqu'un qui était venu mentir pour se mettre en avant. Donc on voit que c'est quand même un dossier qui suscite des fantasmes, des folies, et que on peut avoir des gens totalement farfelus qui, pour se mettre en avant ou pour d'autres raisons, juste une précision, le policier pourra confirmer, mais dans le milieu des trafiquants de drogue, c'est des gens qui se mettent très très vite à table, qui racontent très vite parce qu'ils pensent qu'ils s'en sortiront. Et puis en dénonçant plus haut, ils ont le sentiment qu'ils vont sortir. Ce sont des méthodes classiques, monsieur le policier. Oui, classique. Classique. C'est pour minimiser son rôle dans une chaîne de trafic. Plus je suis bas dans la chaîne, moins. Le vent me rattrapera quelque part. Ça, c'est une position. Mais là, de vendre les documents, là, c'est autre chose. Oui, mais c'est les mêmes individus. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Je remercie le docteur Véléa d'être venu nous parler des addictions. On continue à évoquer cette affaire Pierre Palmade. On verra ce que cherchent et ce que veulent prouver les enquêteurs à Bordeaux. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. On retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille le docteur Guillaume Davido, médecin addictologue, psychiatre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Bichat. On va revenir avec vous sur les addictions, sur ce cercle vicieux des addictions, à la lumière de l'affaire Pierre Palmade. Mais d'abord, j'aimerais qu'on voit avec Sandra Busson du service police-justice de CNews ce que tente de comprendre et de savoir les enquêteurs qui se sont déplacés à Bordeaux pour écouter un deuxième homme qui accuse Pierre Palmade d'être en possession de documents compromettants. Sandra Busson, expliquez-nous.
Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs entendent aujourd'hui à Bordeaux un homme qui s'est signalé à la police affirmant avoir une vidéo qui attesterait du visionnage d'images pédopornographiques par Pierre Palmade. Ce signalement arrive après l'appel 17, donc à police secours, passé vendredi en toute fin de soirée par une autre personne. Selon nos informations, cet homme a affirmé aux premiers policiers qui sont allés à sa rencontre qu'il a passé plusieurs soirées à caractère sexuel en présence de Pierre Palmade. Lors de la dernière soirée, qu'il date à la mi-janvier, il a dit que Pierre Palmade se serait vanté devant lui de pouvoir disposer de 2 enfants de 7 et 9 ans pour des relations sexuelles. Il a également déclaré que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique, mais qu'il n'a pas reconnu l'humoriste dessus. Cet homme doit être entendu de nouveau parce que, selon nos informations, lors de son audition par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs ce week-end, il s'est montré beaucoup moins catégorique et n'a pas pu fournir d'éléments attestant ses propos. Parallèlement, les analystes de la police sont en train de passer au crible tous les supports informatiques saisis en perquisition dans les domiciles de Pierre Palmade pour voir s'il détenait des images à caractère pédopornographique, s'il en consultait, s'il en échangeait, s'il en téléchargeait. Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces précisions. Yann Bastière, vous êtes policier délégué national unité SGP. Ce que cherchent maintenant les policiers, ce sont des preuves. Voilà, on ne peut rien faire sur des dénonciations. Ce sont des paroles, la parole est libre, mais bien sûr qu'une procédure va s'établir que sur des preuves. La valeur probante, les perquisitions ont été effectuées dans ce but-là, de saisir les supports numériques. Il va y avoir également des perquisitions potentielles des clouds, de ces supports virtuels, la recherche de photos, d'adresses IP, de vidéos, de consultations de sites pédopornographiques. Oui, effectivement, là, c'est la recherche de preuves. Une procédure ne sera établie que... Mais tout ça n'est pas forcément accessible sur les ordinateurs. Certains utilisent le dark web, des moyens détournés pour visionner ces images abominables. Nous avons de très bons cyber-enquêteurs qui vont aller chercher, au-delà peut-être de photos effacées. Nos supports numériques, nos téléphones, nos ordinateurs cachent bien des choses dans des mémoires bien profondes. Voilà, on peut trouver des choses qu'on pense avoir effacées, et les enquêteurs sont là pour le faire. Des enquêteurs et des experts, parce qu'il y aura certainement la commission d'experts pour travailler sur ces choses saisies. Et parlant de pédopornographie, vos collègues travaillent en permanence à démanteler des filières avec des ramifications internationales, on est bien d'accord? Oui, ça c'est l'intérêt de... Alors, on parle de la police judiciaire qui va travailler à l'international avec Europol ou Interpol pour lutter contre ces filières. On disait bien tout à l'heure, il y a quoi qui arrive là, si ce n'est que des images sur un téléphone, il ne faut pas se cacher qu'il y a des enfants en souffrance au coin de la rue ou à l'autre bout de la planète. D'où l'intérêt de l'international, de nos offices centraux de la police judiciaire. D'où aussi la rapidité, Maître Slama, des perquisitions qui ont été déclenchées immédiatement après le premier témoignage. C'est fondamental que les choses se fassent rapidement. Malheureusement, encore une fois, je pense qu'il y a quand même une rapidité particulière dans ce dossier. Je pense que si jamais demain... Malheureusement ou heureusement, si on se place du côté des victimes... Alors oui, je dis heureusement pour ce dossier, malheureusement pour les autres. Qu'on s'entende. Malheureusement pour les autres dossiers, ce n'est pas toujours aussi rapide. Et heureusement que pour ce dossier, ça l'est. Mais je pense que, comme souvent, la justice aujourd'hui est très observée. Et lorsque la justice se sait observer, la justice se donne tous les moyens. Malheureusement, dans 99% des dossiers, la justice n'est pas aussi scrutée. Et donc, elle fait le maximum avec les moyens humains et les moyens techniques dont elle dispose. Mais il faut savoir que lorsqu'on a des demandes d'expertise, parfois auprès d'expertise informatique, si vous voulez, les disques durs et les clés USB, parfois, elles s'accumulent et les experts font dans l'ordre. Donc, c'est quand même des délais qui sont en général assez longs pour fouiller les portables, etc. Donc oui, il faut être rapide, mais c'est vrai que ce qu'il faudrait, c'est que ça soit rapide dans tous les dossiers. François Pupponi. Non, mais là, j'allais dire, le temps de la justice est un temps que l'on peut comprendre. Parfois, c'est beaucoup plus long parce qu'il y a des problèmes de moyens. Mais là, effectivement, le risque, c'est quoi? C'est qu'on fasse disparaître les téléphones, les ordinateurs et les preuves. Parce que la seule manière de retrouver, c'est effectivement de trouver des outils informatiques que Pierre Palmade aurait utilisés, sur lesquels tout est retrouvé. Enfin, c'est impressionnant d'ailleurs. Enfin, je veux dire que s'il a consulté une image, ils vont la retrouver. Les policiers vont la retrouver. Donc là-dessus, mais il fallait tout de suite prendre l'ensemble des outils informatiques qu'il a pu utiliser. Et ne pas laisser justement quelqu'un pouvoir faire le ménage. Surtout que dans cette affaire, il y a un risque qu'après l'accident, des gens aient été faire le ménage déjà. Bon. Voilà, donc la justice n'allait pas louper une deuxième fois, et la police, pardon, et le parquet une deuxième fois, donc il fallait aller très vite. Ils ont eu raison de le faire, ils ont tout saisi.
on verra bien l'utilisation, mais très très vite, on sera fixé. Et je pense que ce que veut la justice, c'est aller très vite, parce qu'il y a l'appel de vendredi. Le parquet a fait appel. Le parquet a fait appel de sa mise en détention pour l'affaire où je pense qu'effectivement, elle n'avait pas à être mis en détention. Mais si effectivement, il y a un problème de consultation de fichiers et il y a la troisième enquête sur la drogue, il y a un moment où on sent bien que le parquet a envie de dire bon là, trop c'est trop et il faut y aller. Oui, mais les deux autres enquêtes sont censées n'avoir aucune influence sur le Dans une des deux autres enquêtes, on peut décider de l'incarcérer. Docteur Guillaume Davido, vous êtes médecin addictologue, je le disais. Quand on est placé, comme les Pierre Palmade, dans un service qui traite les addictions, donc vous êtes entouré par une équipe médicale, vous avez une liberté de mouvement qui, j'imagine, est très restreinte, et vous êtes placé sous traitement, vous êtes placé sous surveillance permanente, H24 ? Non, vous n'êtes pas placé sous surveillance permanente H24. Effectivement, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Souvent, en addictologie, c'est psychologue, psychiatre addictologue, parfois médecin généraliste, puisqu'il peut y avoir des répercussions sur la santé des patients. Parfois ergothérapeute, parfois ça peut aller plus loin. On a parfois des professeurs d'éducation physique. Enfin voilà, tout ça pour proposer des activités de groupe avec les patients. Donc les patients ne restent pas enfermés dans leur chambre durant toute la prise en charge. Clairement, il y a souvent des prises en charge de groupe, même des groupes de parole entre patients. Ça fait partie du processus de soins. Pas trop en aigu, mais un peu plus tard. En aigu, en général, les premiers jours d'hospitalisation, on va faire ce qu'on appelle un sevrage, parce que les patients, quand ils sont sous produits, mais il y a aussi des addictions sans substance, attention, et on peut souvent besoin, effectivement, de tenir le coup, parce que c'est stressant pour l'organisme de supporter le manque de produits. Et donc, on peut être amené, effectivement, à donner des traitements médicamenteux quelques jours. Et puis, ça n'empêche pas d'avoir justement cette prise en charge pluridisciplinaire dont je vous ai parlé, des entretiens psychiatriques, des entretiens addictologiques. Mais là, on est dans le cadre d'un patient particulier. On ne connaît pas évidemment la façon dont il est pris en charge. On se doute quand même bien qu'il n'a pas la liberté d'aller voir qui que ce soit ou n'importe qui dans l'établissement hospitalier. C'est difficile dans l'établissement hospitalier, ça m'étonnerait, mais de toute façon, parce que les patients, en règle générale, qui sont hospitalisés en addictologie, ils n'ont souvent pas le droit de déambuler dans le service, sauf éventuellement aller à la cafétéria, et encore, c'est sous accord médical. C'est vraiment les médecins qui décident. Là, je ne peux pas vous dire, parce qu'effectivement, la justice s'en est mêlée, mais nous, médicalement parlant, on peut imposer aux patients qu'il n'ait pas accès à sa tablette, à son ordinateur, à son téléphone portable, qu'ils doivent rester dans sa chambre pendant 5 jours, par exemple, qu'ils puissent avoir des permissions pour rentrer chez lui, pour voir aussi comment ça se passe au niveau des consommations. Tout ça, c'est sous décision médicale. Et là, si la cour d'appel décidait le placement en détention, ce qui est une éventualité, il faudrait que le médecin qui le traite donne son accord ? Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est qu'en règle générale, pas de partie médico-légale en ce qui concerne l'addictologie. Ça, c'est la psychiatrie. Pour la psychiatrie, effectivement, parfois, ça arrive qu'il y ait cette intrication médico-légale. Et là, pour le coup, il faut que le médecin donne son accord. En addictologie, non. Il n'y a pas besoin que le médecin donne son accord, sauf s'il y a un problème médical actuellement, je ne sais pas, chez M. Palmade, qui empêche effectivement l'incarcération. Bien sûr. Le médecin doit donner son avis sur une éventuelle nouvelle garde à vue, dans une des 3 affaires, par exemple. Maître Slama ? En fait, il y a les deux. Le médecin doit dire et décider si l'état de santé est compatible avec la détention provisoire. Et il y a effectivement, vous avez raison de le rappeler, éventuellement, est-ce que c'est compatible avec la garde à vue ? C'est deux choses distinctes. Les coercitions de la garde à vue ne sont pas celles de la détention provisoire. Et rappelons-nous qu'au tout début, la garde à vue n'avait pas commencé immédiatement après l'accident parce qu'effectivement, les médecins avaient dit à ce stade, c'est incompatible. Oui, non, mais bien sûr. Mais alors maintenant, ça a été déclaré compatible avec la garde à vue, mais la détention, c'est autre chose. C'est bien plus compliqué avec la garde à vue. Donc c'est pas parce que c'est compatible avec la garde à vue que ça l'est éventuellement avec la détention. Et j'ajouterais même que ça peut évoluer. Ce qui est vrai à l'instant T n'est pas forcément une semaine plus tard, un mois plus tard, etc. Monsieur Bastière, vous qui êtes policier, le régime de la garde à vue, ça a quoi de différent que d'être hospitalisé dans un service d'addictologie ? On vous sort de là, on vous met dans un autre hôpital, dans une structure médicale ? La garde à vue peut avoir lieu sur les lieux où il est actuellement hospitalisé. Pour beaucoup plus de praticité et de confort peut-être aussi pour les enquêteurs, mais également pour la personne gardée à vue. C'est souvent pris dans un service de police. Là, si pour X raison, sur cette 3e affaire, une garde à vue devait être prise, toujours sous le contrôle du procureur de la République, il ne faut jamais perdre ça. Les officiers de police judiciaire ne travaillent pas comme ça de leur propre chef, et surtout sur un dossier aussi sensible. Ils peuvent se déplacer sur place, placer monsieur Palmade en garde à vue,
Mais à ce moment-là, comme vous voulez le dire, maître, effectivement, il y aura un médecin immédiatement pour établir la compatibilité de son état de santé avec les mesures qui vont aller avec. Parce qu'il y aura, c'était pour revenir à votre première question, il y aura vraiment une privation de liberté. La garde à vue, c'est quand même une privation d'une liberté fondamentale, une liberté publique, c'est d'aller et venir. On vous dit, vous restez là, vous restez à la disposition des enquêteurs. Et on a des questions à vous poser sur les 24 prochaines heures et éventuellement... Renouvelables. Comme ça a été le cas, absolument. Voilà. Maître Slalma, effectivement, c'est un cas de figure envisageable en fonction de la décision de vendredi de la Cour d'appel. Là, les avocats ont rencontré Pierre Palmade à l'hôpital. C'est l'occasion de faire le point sur un système de défense, de l'entendre. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là entre un client et son avocat? Évidemment. Alors, bien sûr que je ne sais de pas manière théorique, bien entendu. C'est pour ça que je vais dire de manière théorique. Voilà, de manière théorique. On voit quand même ces derniers jours à quel point la chose judiciaire parfois est mal comprise. Donc, il y a d'abord un travail de pédagogie. Les avocats, peut-être, expliquent à l'individu qu'est-ce qu'une chambre d'instruction, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il y a 3 magistrats, il n'y en a pas qu'un, quelles sont les décisions qui peuvent être prises. Voilà. Donc, il s'agit de se faire aussi l'interprète de la langue judiciaire, qui parfois est complexe et pas évidente à saisir. Si jamais il est privé de toute source de médias, peut-être aussi que c'est l'occasion de le prévenir de ce qui peut se passer à côté. Et bien sûr qu'il y a aussi un rôle, surtout s'il ne peut pas avoir d'autres personnes, de l'accompagner, d'essayer de lui expliquer le plus de choses et de répondre à l'ensemble de ces questions. C'est-à-dire que là, ces avocats, on peut lui dire, voilà, il y a 2 dénonciations qui vous concernent. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? C'est bien ça. Sachant que sur ces 2 dossiers stupéfiants et les dénonciations, les avocats n'ont pas accès au dossier. Mais, oui, mais ils regardent les... Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, je peux me tromper, mais je pense que pour l'instant, les efforts et la concentration se dirigent vers l'audience de ce vendredi qui est fondamentale. Et j'ajoute que les avocats, maintenant qu'il a été mis en examen, ont accès au dossier. Donc, ils ont sans doute beaucoup d'informations. Et donc, peut-être qu'en ayant accès au dossier, il lui explique un certain nombre de choses sur les circonstances. Peut-être le renseigne-t-il sur l'état de santé des victimes. On se rappelle que lorsqu'il y a eu le communiqué de la sœur, il disait que c'était une de ses grandes préoccupations et que toutes ses pensées étaient pour elle et qu'il priait pour elle. Donc, peut-être aussi qu'il s'intéresse à ça et que les avocats se font aussi le relais de l'état de santé des victimes qui peut préoccuper. En fait, les avocats le préparent à l'événement de vendredi, quoi, pour essayer d'expliquer comment ça se passe. Il aura très simplement la parole. La question, est-ce qu'il peut être extrait? Oui. Alors, normalement, il peut faire le choix de ne pas l'être, notamment pour des raisons éventuelles de santé, mais en général, on préfère toujours que nos clients soient extraits parce qu'ils peuvent directement s'expliquer devant les magistrats. Surtout s'il n'est pas en bonne santé. Bien sûr, et ils ont la parole en général à la fin, donc après les débats, après l'élection de l'avocat général qui du coup va requérir en premier, puisque c'est lui qui fait appel, c'est celui qui fait appel qui requiert en premier, ensuite plaidoirie de l'avocat et éventuellement, bien sûr, dernier mot à la personne mise en examen. On fait une toute petite pause de temps du rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline avec